Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Piloc, aka l'homme qui a gagné autant de battles que j'en avais perdu, comment ça va? Eh ben ça va, merci, et vous les gars? Ça va très bien, merci. J'étais pas prêt à cette introduction. Avant de démarrer la conversation avec toi, je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs. Et je rappelle à ceux qui connaissent pas du tout le podcast que ça s'appelle Sweep, qu'on est présent sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Donc, t'es la première personne qui fait du loc qu'on reçoit. On est trop content. Et on va avoir tout au long de la conversation plein de petites questions pour nous-mêmes y voir plus clair dans les fonctionnements de la communauté du locking, de l'état des lieux en France et tout. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh ben déjà, merci de me recevoir sur ce podcast. Je m'appelle Patrick. Mon nom de danseur, c'est Piloc. Donc P de Patrick, Loc de Locking. Donc, je suis locker. Je suis spécialiste de locking depuis maintenant 22 ans. Ouais, je suis sur ma 23e année. Et voilà, j'ai commencé la danse en 1998 par le break et le pop. J'ai notamment fait partie du groupe Vagabond, que vous devez connaître. Ouais. Et voilà quoi, grosso modo pour faire simple. C'est à partir de quel âge que tu as commencé à danser? J'avais 15 ans, donc aujourd'hui j'en ai 39. J'ai commencé à danser, alors quand on dit danser, j'imagine que c'est bien le hip-hop. Ouais. J'avais 15 ans, en 98, et je me suis professionnalisé avec des guillemets. Disons qu'on va dire que j'ai fait que ça. J'ai arrêté de faire tout ce que je faisais à côté. À côté, j'étais carrossier à l'époque quand j'ai commencé à danser. Et en 2000, donc, quand je suis rentré dans Vagabond, j'ai quitté mon boulot, quitté toute vie autre pour me dédier à la danse à 100%. Donc j'ai commencé comme hobby, comme passion en 98, mais j'ai vraiment tout lâché pour me concentrer sur la danse en 2000. Et à l'époque de tes 15 ans, t'avais un héritage, un entourage familial qui favorisait le fait que tu fasses quelque chose d'artistique, de la danse, ou à l'inverse, pas du tout? Non, pas plus que ça. Enfin, alors après, dans ma famille, on a toujours aimé la musique et on a toujours dansé, mais dansé au sens populaire du terme, pas au sens artistique ou performatif. Je suis le seul dans ma famille, à ce que je sache, le seul artiste. Enfin, pas le seul artiste, je dis non, mais en tout cas le seul qui en a fait un métier. Parce qu'il y a des batteurs, il y a des musiciens, mais c'est plus dans le sens du hobby. Je suis le seul qui en a vraiment fait une carrière et un métier. Mais ça a toujours aimé, comme dans beaucoup de familles, j'imagine, la danse. Moi, ça danse dans ma famille depuis aussi loin que j'ai des souvenirs, en fait. Mais non, il n'y a pas plus que... Au contraire, dans ma famille, on était plus sur des valeurs traditionnelles, va à l'école, ait un travail. Voilà. Je suis d'origine portugaise, donc la carrosserie, ça coulait presque de soi, quoi. C'était ou le chantier ou les voitures, donc j'avais pas trop le choix. Ceci dit, la carrosserie est un très beau métier. Je pense que si jamais j'avais pas l'artisanat, au sens large, je pense que l'artisanat c'est comme l'artistique. C'est plein de valeurs, c'est plein de sens, et aussi le fait de restaurer quelque chose, c'est noble. Que ça soit dans l'ébénerie, ou dans la carrosserie, ou dans la boulangerie, où il y a des choses comme ça qui me parlent. Et je pense que si jamais j'avais pas eu cet amour pour la danse, je pense que j'aurais vraiment, je me serais épanoui là-dedans. Ok. Et ton entrée dans Vagabond, comment elle s'est faite? Parce que pour moi, Vagabond, c'est surtout un groupe de break.
Du coup, j'imagine c'est qu'il y a aussi des lockers. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu es rentré par le biais du break ou est-ce que au bout de tes 2 ans, tu t'es mis à faire du lock et t'es rentré comme ça? Comment ça s'est fait? Ouais. Alors oui, effectivement, Vagabond est connu et reconnu pour, pour le break, clairement. Faut savoir que enfin, à la base, moi, je suis l'élève de Momo. Donc Momo, leader de Vagabond, créateur de Vagabond. Euh, je suis son élève. Et Momo, lui, danse, ou dansait, je sais plus trop, mais dansait à l'époque, en tout cas, le pop, le lock et le break. Donc nous, enfin, les gens le voyaient surtout en break. Euh, mais moi, c'est quand les premiers cours que j'ai pris avec lui, c'est d'ailleurs lui qui m'a insufflé cet amour du lock. C'est avec lui que j'ai commencé le lock. Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai su que cette danse était faite pour moi. Il y a eu une espèce de coup de foudre pour cette danse qui a fait que j'ai tout arrêté et que je me suis consacré au lock. Et, euh, et donc en 99, je prends des cours avec Momo. Donc lui donnait des cours de pop, de lock, il y a un peu des deux en fait, danse debout. Il donnait pas de cours de break. Moi, je suivais ses cours et pendant un an, je l'ai suivi. Et puis moi, j'étais comme une tique, quoi. J'étais toujours collé à ses basques et je le suivais et je m'entraînais. En fait, je faisais que ça, quoi. Je faisais que danser, m'entraîner, prendre ses cours. J'étais à fond, à fond, à fond. Puis je progressais. Puis voilà, j'ai vite progressé jusqu'au jour où, en fait, comme j'étais toujours avec lui, il m'a demandé de rentrer dans le groupe. À la base, ça s'est fait. Alors, il y avait déjà une danseuse debout dans Vagabond, c'était Ajar, qui était aussi l'élève de Momo. Ouais. Donc moi, j'étais toujours aussi avec elle. On était toujours comme cul et chemise, elle et moi. Sauf qu'elle était dans Vagabond et moi, j'étais juste le petit nouveau qui était dans l'entourage. Et, euh, et un jour, Ajar, c'était Ajar ou je crois que c'était Ajar ou Théo, je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, il fallait faire une reprise de rôle sur la première pièce de Vagabond, qui passait au Théâtre Mogador, et c'était Chienne de vie. La Chienne de vie avant qu'on passe à la Villette, qui a là le fameux événement où Vagabond est passé à la Villette. Mais il fallait faire une reprise de rôle, et du coup, Momo il m'a demandé est-ce que tu veux bien rentrer dans Vagabond pour faire cette reprise de rôle. Donc, petite anecdote. Euh, Donc moi, ça fait un an que je le suis. Moi, à cette époque-là, il y a Salah dans Vagabond. Et moi, Salah, c'est un des premiers mecs que j'ai vu. Battle of the Year 98, France Family Rock Force. Je vois Salah, moi, j'ai des étoiles dans les yeux, je pète ma tête, tu vois. Et c'était une idole à mes débuts. Et il se trouve que Salah est aussi l'élève de Momo. Et il se trouve qu'il est dans Vagabond, qu'il est dans son entourage. Donc moi, quand je débarque là-dedans, si tu veux, je vois Salah, je deviens fou. Donc je côtoie Salah, je côtoie Momo, je côtoie un peu tout cet univers. Et donc la petite anecdote, c'est le jour où ils me demandent, parce qu'ils voient que je progresse, que je suis acharné, que je lâche rien en fait, le jour qu'ils me demandent pour rentrer dans Vagabond, je leur dis non. Je leur dis non, euh, les larmes aux yeux presque, parce qu'en fait à ce moment-là, je passe mon CAP de carrosserie, et ils me disent que si jamais tu rentres dans Vagabond, c'est tu lâches famille, vie sociale, tu lâches tout pour. Enfin, ils me le disent pas comme ça, mais ils me disent en gros c'est un travail à plein temps, donc tu peux pas être carrossier, machin. Vagabond, c'est une famille. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans Vagabond, après, c'est ce qui fait la force de ce groupe. Et je pense qu'il y a deux groupes comme ça que je connais en tout cas et qui fonctionnent parce que c'est des familles, c'est Wanted et Vagabond. Et notamment, c'était les deux grosses écoles à l'époque, les deux gros rivaux, et ils avaient le même mode de fonctionnement. C'était des gars qui vivaient ensemble, qui dormaient ensemble, qui squattaient H24 ensemble, et ça se ressentait sur scène. Et donc il me disait, bah, en fait, si jamais tu acceptes, par contre, tu oublies tout. Tu deviens Vagabond, quoi. C'est un peu un... Enfin bref, t'as compris l'idée, quoi. Et je leur ai dit non, je pouvais pas, à contre-cœur, vraiment, mais je leur ai dit, je passe mon CAP dans 2 mois, quoi. Je vais pas niquer 2 ans d'études pour... même si j'en crève d'envie. Donc je lui ai dit, écoute, là, je lui ai dit non. Il y avait Salah et Momo qui me demandaient ça, donc c'était vraiment un truc... je me suis dit, dans 2 mois, j'ai mon CAP, si j'ai mon CAP, au mois de septembre, je suis là, quoi. Donc du coup, forcément, j'ai eu mon CAP, parce que ça m'a motivé pour l'avoir.
Et en septembre, j'étais là au garde à vous, quoi. J'avais tout lâché, et voilà, quoi. Ça s'est fait progressivement, et je crois aux alentours d'octobre. Ils sont revenus d'un battle de Hollande qui s'appelait Back to Planet Rock. C'est un vieux truc. Et quand ils sont revenus, bon, voilà, je suis rentré dans le groupe, et puis après, à ce moment-là, je me suis spécialisé en lock. Quand je suis rentré dans Vagabond, j'ai tout lâché, pop, break et tout ça. Pour répondre, c'est pas du tout à travers mes compétences de breaker que je suis rentré dans Vagabond. Parce que dans Vagabond, j'étais le locker de Vagabond. J'étais pas du tout le breaker ou quoi que ce soit, quoi. Parce qu'à cette époque, dans les années 2000, où tu rentres dans le crew Vagabond, c'est encore l'époque où c'est tout à fait normal d'avoir des crews qui, qui font des battles et qui ont plein de disciplines différentes à l'intérieur d'un même groupe. Exactement. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de restaurer, ou en tout cas ce que je vais essayer de restaurer Ok. dans la danse debout, c'est les battles d'équipe. Enfin, les battles, pas de battles d'équipe, mais les battles de crew, au Hmm. sens, au sens massif. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler après, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, qui disait battle, disait forcément battle de break. Ça cool, ça allait de soi, en fait. Avant l'avènement du Juste Debout qui a ramené toutes les disciplines, qui a un petit peu catégorisé les danses debout. Avant, quand on disait battle, c'était logique que c'était des battles de break. Et dans les battles et qui disait battle disait forcément battle d'équipe. C'était de break et d'équipe. Et dans les équipes, il y avait toujours un ou deux danseurs debout. C'était un peu la pause café des breakers. Pour que les danseurs debout ils viennent et ils se tapent un petit peu entre eux, tu vois. Et puis une fois qu'on avait fini nos un ou deux passages, et puis bon, bah, le break repartait, et puis voilà. Tu dis que tu aimerais restaurer ça, c'est-à-dire Ouais, tu vas créer un event, tu vas faire quoi? donc j'organise un événement avec ma femme et, et Jamal. D'ailleurs, Jamal Moumou, je sais pas si vous connaissez. Hmm. Il est dans le monde du break aussi. Euh, il a Hip Hop de GIF. Il a une asso qui s'appelle Hip Hop de GIF. Bref, et lui, on est co-organisateur de mon événement qui est autour de la Funkstyle, Pays de Cost to be the Boss. Et il est un peu, en termes de catégorie, à l'image de plein de battles, en fait, c'est-à-dire 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, machin. Et je trouve que ce modèle-là tourne, on est au bout de ça, je trouve. Donc j'essaye de trouver un petit peu des nouveaux trucs, histoire de rafraîchir un peu, rapporter du neuf, tu vois, de rapporter de l'engouement. Et c'est vrai qu'il y a un truc, moi, par exemple, pour développer un peu cette idée des équipes, nous, on est parti faire le KOD en 2018 avec l'équipe de France. Et il y avait cette union. Déjà, on était un groupe de 15. Donc, un groupe de 15, un groupe de 4, c'est pas pareil. Hmm. Tu sens que quand tu es sur scène à 15, le feu qu'il y a sur scène, c'est pas le même que quand tu es à 3. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai trouvé ça mortel. Et c'est un truc que j'avais pas vécu ça depuis Vagabond. Et je me suis dit, ça, il faut le restaurer parce que ça se fait plus. En tout cas, plus dans la danse debout. Et donc, du coup, ouais, c'est un truc que j'essaie de retrouver. Et donc, ouais, voilà, on va mettre ça un peu. On va enlever les 3 contre 3, les battles d'équipe qui marchent à moitié, et essayer de mettre des trucs, genre des 15 contre 15, histoire que ça fasse du spectacle et que les gens même ils se sentent backés derrière, ils se sentent backés par leur équipe. Comme en break d'ailleurs. Je sais pas si en break il y a toujours ces gros battles d'équipe. Mais en break, en fait, c'est intéressant qu'on parle des crews parce qu'en break, on est quand même dans une époque peut-être comme le lock, mais où le format des battles, les formats comme le Red Bull BC One et peut-être aussi l'époque qu'on vit fait qu'il y a quelque chose de plus individualiste où on retrouve vachement moins de 8 contre 8. Tu vois, par exemple, les 8 contre 8, ça va être un battle sur 30 ou 40 peut-être en proportion. Euh, donc moi j'ai l'impression qu'on n'est plus trop à une époque de crew, mais que ça revient tout doucement. Et ça me donne envie de te demander, toi qui as vécu une vraie époque de crew avec Vagabond, par quoi ça se traduit pour toi d'être un vrai crew? Bah après, il y a crew. En fait, il y a crew. Ça dépend de ce qu'on appelle crew, parce que pour moi, il y a crew et puis il y a crew au sens noble du terme, c'est-à-dire famille, au sens de wanted, au sens de vagabond. Et là, c'est vrai que je ne veux pas parler pour tous les crews, mais je sais qu'à l'époque, ce qui nous différenciait des autres crews, c'était le fait que quand on monte sur scène, en fait, on se parle pas. Et pourtant, un regard, on sait que c'est tel combi,
On sait que si lui il se comporte comme ça, on se connaissait tellement, on vivait tellement ensemble qu'on se parlait pas le moment de danser. C'était fluide, tu vois, il y avait une espèce de télépathie, j'exagère un petit peu, mais il y avait un truc, il fallait juste, comment il bougeait et comment il se plaçait, je savais que ça voulait dire ça, donc on réagissait un petit peu en symbiose, si je pouvais dire ça comme ça. Mais c'est surtout un mode de vie, avec Vagabond, on dormait ensemble, littéralement. On était tous chez Momo, et on squattait tous chez Momo, et on dormait tous chez Momo, je sais pas, 5 jours par semaine. Vraiment, on était une vraie famille. On s'entraînait à Châtelet, on s'entraînait au Troca, on allait en soirée, on rentrait à Pince, parce que pas d'oseille. Vagabond, par contre, on portait bien le nom de Vagabond. C'était pas que un blaze. Il y avait aussi, on était tout le temps dehors. Des fois, on dormait dehors. On rentrait à Pince de soirée. Et donc, comme il n'y avait pas d'oseille, pas de taxi et pas de transport à 3 heures du matin, bah, tu rentres à pied. C'est 2 heures de marche. Donc, mais bon, tu le fais. Et puis, du coup, t'es avec tes gars et il se passe, il y a des expériences qui se font. Et ça se traduit sur scène. Quand tu vis avec tes gars, quand tu connais tes gars comme si c'était ton propre frère et que quand tu es sur scène, en fait, ça se sent. Et ça se voyait aussi chez Wanted. Ça se voyait que les mecs se connaissaient par cœur, qu'ils vivaient ensemble et qui se connaissaient depuis longtemps. Donc je pense que pour moi, les deux définitions, la vraie définition de crew, pour moi, en tout cas la définition noble, c'est celle-là. C'est que c'est pas juste un groupe, c'est une famille, c'est des frères d'armes et ça doit transpirer sur scène. Après, t'as les équipes montées de mercenaires où c'est cool, mais il y a ce truc en moins, tu vois. Il y a ce truc en moins qui fait qu'il y a cette magie en moins, quoi. Et du coup, pour l'événement que tu veux créer pour restaurer un petit peu cette ambiance de crew, est-ce que tu as l'impression que faire un événement avec un nouveau format quelque part, ça sera pas assez suffisant parce que ce qu'il faudrait, c'est que les gens reprennent l'habitude de vivre ensemble pour retrouver cette ambiance de crew? Bah, tu viens de le dire, faut déjà qu'ils reprennent l'habitude. Alors, il faut bien commencer par quelque part. J'imagine bien que je vais pas avoir que des familles, que des crews au sens, les mecs j'imagine que ça va être des équipes montées un peu de toutes pièces. Mais l'idée, c'est d'essayer d'inspirer les gens et d'insuffler cette envie aux gens de retravailler et de se remontrer en tant que groupe et non en tant qu'individu. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une société super individualiste. Donc, c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui. Et donc il y a des côtés positifs, hein, ça fait émerger justement des Red Bull BC One, des Juste Debout, des machins, donc ça c'est cool. Mais je pense qu'on est arrivé au bout de ça. On est arrivé au bout, là, on racle les fonds de tiroir. Je pense qu'il n'y a pas de modèle qui vienne prendre la main, donc du coup on reste là-dessus et on est en circuit fermé. Et du coup, l'idée, évidemment, c'est si jamais il y a des vrais crews qui se pointent, de toute façon ça va se voir et ça va marcher. Maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes faites de bric-à-broc, mais l'idée, c'est au moins de mettre l'étincelle, d'allumer la flamme pour que potentiellement, j'espère, ça donne envie aux gens de travailler en équipe. Tu vois, un truc tout con, c'est que nous, quand on a fait le KOD en 2018, c'était plein de. En fait, le KOD, comment ça marche, c'est des délégations. C'est la délégation française, mais un peu comme aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, tu as le tir à l'arc, le 100 mètres, la natation, et tout ça, et tout ça. Et là, il y avait l'équipe de pop, l'équipe de lock, l'équipe de break et l'équipe de hip-hop. En fait, personne s'est entraîné. En vérité, on s'est pas entraîné les 15 en même temps. On a tous préparé notre KOD avec notre crew de discipline. Mais arrivé en Chine, on s'est tous retrouvés, enfin en Chine et en Allemagne avant parce qu'il y avait les sélections européennes. Et du coup, quand on s'est retrouvés, on a commencé à bosser des trucs ensemble. Et l'alchimie, elle s'est faite à ce moment-là, tu vois. Et alors qu'à la base, on n'avait rien à voir. Et ça, je pense que c'était l'élément déclencheur. Je me suis dit, c'est un truc qu'il faut remettre au goût du jour. Parce que moi qui ai vécu justement cette époque, et qui me rappelle de ce que c'était en fait, de la magie, ne serait-ce que du spectacle. D'un point de vue organisateur, le spectacle, je parle de manière très pragmatique, je parle même sans nostalgie, d'un point de vue organisationnel, quand t'as 15 contre 15 ou 8 contre 8, le spectacle, la hype que ça procure
la hype que ça génère, elle est bien plus grande qu'un 1 contre 1, un 2 contre 2, un 3 contre 3, ou même un 4 contre 4. Donc, et ne serait-ce que pour le spectacle, ça c'est chambé. De revoir un Family Rock Force, ou de revoir un Pokémon telle équipe, ou de voir tout ça, tu vois, c'est des trucs qui n'existent presque plus en fait. Et donc ça c'est l'organisateur qui parle. Maintenant c'est vrai que de l'intérieur, le process, c'est vrai que c'est un truc qui est chambé. Le fait, quand tu danses, toi en solo, d'être backé par 10 personnes, tu vois, tu sens que en fait, tu pourrais surmonter n'importe quelle épreuve, quoi. Et dans Vagabond, d'avoir le rôle du locker, est-ce que c'est pas une grosse responsabilité sur ses épaules d'être le danseur d'un style du crew? Au début, non. Non, moi, vu que je kiffais et que vraiment je kiffais. En fait, j'avais ma place. Je connaissais mon rôle. Je savais rester à ma place entre guillemets. Et je connaissais mes forces et je savais comment les utiliser pour à bon escient, on va dire. Et donc voilà, ça veut dire que dans les combis, je faisais de l'accompagnement entre guillemets. J'étais là pour accompagner. Et puis après, j'avais aussi deux, trois, comment ça s'appelle, moments clés, mais je connaissais mon rôle et il n'y avait pas de problème là-dessus, tu vois. Je savais que s'il fallait marquer des points contre Benji ou contre Yaman, je sais pas, c'est pas moi qu'on allait envoyer. Donc, clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Au début, c'était cool, puis à la fin, c'est pour ça que je suis parti de Vagabond, c'est qu'en fait, comme j'étais le seul locker, je suis resté avec eux pendant 2 ans, et comme c'est qu'un groupe de break, enfin, c'est un groupe de break, à l'entraînement, ça break, sur scène, ça break, et ça danse debout qu'en soirée. Bien que dedans, il y a Salah qui soit un popper aussi, mais à l'époque de Vagabond, Salah, il faisait que du break. Enfin, quand il était avec Vagabond, quand il était avec nous, il faisait que du break. Le debout, pour Momo, Salah et moi, c'était que en soirée. Donc pour eux deux, en fait, si tu veux, quand on était en groupe, eux, ils faisaient du break. Moi, je faisais du lock. Parce que le break, j'avais arrêté. Et en soirée, on dansait debout. Mais comme on était beaucoup à l'entraînement, la majorité du temps, on était sur scène ou à l'entraînement. Et peut-être 2 fois par semaine, on était en soirée. Donc au final, ça m'a un petit peu... je me suis senti seul, en fait, tout simplement. Donc j'ai senti le besoin d'aller voir d'autres lockers, tu vois, à un moment donné, d'échanger. Parce que d'échanger contre des breakers, même si c'était des frères, à un moment donné, c'est juste... artistiquement, c'est juste chiant, quoi. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai quitté le groupe pour aller voir Junior. Genre Junior Almeida, le locker, pas le breaker. D'accord. Ok. Et du coup, t'as intégré un autre groupe ou t'as juste rencontré d'autres personnalités comme ça? Alors à cette époque-là, donc on est en 2001. Il y a vraiment 2 écoles en loc. Il y a d'autres acteurs, mais en termes d'école de pensée, tu vois, Wu-Tang, Shaolin, Paris-Marseille. Il y a donc Momo de Vagabond et il y a Junior Almeida qui est vraiment le père du loc français. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il y a ces 2 écoles. Donc moi j'étais avec Momo et puis en quittant Vagabond, je me suis pas senti de voler de mes propres ailes. De me dire c'est bon, ça y est, je gère. Je me suis dit j'ai encore envie d'apprendre et j'ai besoin d'apprendre encore. Et là j'avais pas trop le choix. Si jamais je voulais suivre quelqu'un, il restait plus que Junior. Donc j'ai fait Real. Bon maintenant je vais au Barça. Donc, j'ai été au Barça. Et du coup j'ai suivi Junior tout simplement, Junior Almeida. Et je suis resté pareil 2 ans, peut-être un peu plus, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, avec lui. Puis au bout de 2 ans et demi, c'est pareil, j'ai senti que par contre ma formation était finie, que j'avais besoin de voler de mes propres ailes et d'être plus avec mon crew, avec mes potes, avec mes frères, plutôt que d'être avec Junior. Voilà. Ok. Et du coup, si on refait un petit bond dans le passé, par rapport au fait que le locking t'a choisi ou que t'as choisi le locking, tu faisais du break depuis 2 ans et t'as rencontré donc le locking avec Momo et tu t'es dit c'est tout de suite fait pour moi. C'est-à-dire que ça t'a fait un effet bien au-delà de ce que le break te faisait, par exemple? Complètement. Et c'est quoi dans le locking c'est le style des gens, c'est la manière dont ils parlaient ou c'est vraiment les sensations des mouvements eux-mêmes ou dans ton corps,
Ça t'a paru logique. Ouais, c'est ça en fait. Franchement là, des fois, ça sert à rien d'expliquer ou de trouver des. C'est comme quand tu kiffes une meuf, tu tombes amoureux, tu vas pas dire c'est la couleur de ses cheveux ou ça. Enfin, c'est un tout. Il y a l'apparence et il y a la personnalité. Bah là, c'est un peu la même chose. Il y a les mouvements, ce que ça me procure quand moi je l'ai fait, le personnage dans lequel ça me met quand je le fais, la musique, parce que c'est un rôle aussi. Euh, voilà, il y avait un tout en fait, tu vois. Puis il y a peut-être aussi, je sentais que j'avais j'avais une capacité à m'amuser avec cette danse plus qu'avec les autres. Et j'avais aussi peut-être plus d'atomes crochus tout simplement avec cette danse, tu vois. C'est quand tu kiffes un truc, tu progresses forcément plus vite, vu que tu as déjà le truc principal, c'est le kiff en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça. Le break, en fait, si tu veux, en fait, je suis quelqu'un de perfectionniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai évidemment le lock, ça me paraissait évident, et j'étais encore tiraillé entre le pop, le break, tu vois, un peu le lock au début, puis très vite j'ai senti que le lock c'était pour moi, donc je me suis dit ok, c'est ça que je vais faire et c'est ça que je vais poncer en fait. C'est ça que je vais vraiment creuser pour être le meilleur possible. Je suis pas, je suis pas, je suis pas, je crois pas trop à la polyvalence. La polyvalence, ça c'est bien fait, évidemment, mais je pense je pense que, comment ça s'appelle? On est tous reconnus euh, pour nos spécificités particulières. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu cette discussion entre le fait d'être spécialiste et d'être polyvalent. Dans la vraie vie, t'es pas embauché parce que t'es polyvalent. T'es embauché parce que t'as une compétence particulière et ton employeur va t'embaucher pour cette compétence. Mais du coup, je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce sujet-là. Bien sûr. Euh, quel conseil tu donnerais à, tu sais, il y a certains jeunes qui se reconnaissent dans aucune des danses hip-hop ou dans aucune danse et du coup qui vont faire le choix de faire un petit peu de toutes parce que il y en a aucune qui paraît évidente. Mais du coup, au final, en effet, ça donne des personnes qui ont aucune dominante et base très très solide et que c'est un mélange de plein de genres de choses. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Après, j'entends le fait que, comment dire, j'entends le fait qu'on, moi, c'est vrai que j'ai eu une révélation, si je peux dire ça comme ça. C'était super évident pour moi le lock. Donc, du coup, c'était facile de prendre cette décision. Et j'entends que ça peut être plus compliqué pour d'autres. Mais après, là, faut s'écouter, en fait. Faut se dire, ok, et évidemment, je kiffe tout. Moi, je kiffais le pop. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, je kiffe le pop. De m'être spécialisé en lock, ça veut pas dire que je kiffais pas les autres trucs. Mais je kiffais quand même plus le lock que les autres. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'écouter et savoir se projeter, c'est-à-dire, ok, je kiffe la house, je kiffe le break, je kiffe le pop, je kiffe la salsa, je kiffe tout. Mais il y a bien un truc, si jamais je pose à plat et je regarde, que ouais, c'est vrai quand même en hip-hop, euh, je sens que j'ai un peu plus de marge de progression, ou j'ai un peu plus de facilité. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense, et c'est ça qu'il faut faire, je pense. Et de toute manière, quand je dis, ça peut paraître radical mon discours, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que, ah, comment dire, tu fais ce bilan, tu te dis, ok, je kiffe tout, je suis moyen dans tout, mais il y a quand même un style ou deux où je sens que là, il y a moyen que ça prenne un peu plus vite que les autres. Et que je devienne un peu meilleur, en fait. Même si jamais je kiffe tout. Et quand je dis ça, quand je dis de devenir expert ou devenir spécialiste, ça veut pas dire tout renier, tout oublier et plus jamais danser autre chose. Ouais, bien sûr. C'est juste prendre une discipline dans laquelle tu as plus de potentiel, potentiellement, la développer pour acquérir un très bon niveau. Et une fois que tu as ce très bon niveau, tu peux revenir et danser autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas devenir, faut pas que tu deviennes un moine d'un coup et que tu fasses plus rien, tu fasses autre chose, tu fasses rien d'autre. Mais le problème, c'est que c'est vrai que moi, c'est pas dans ma philosophie, c'est pas dans ma pensée, le truc d'être bon partout et fort dans rien. Moi, je préfère être fort, vraiment, voire très fort dans un truc, et être moyen dans le reste, quelque part, je m'en fous. Le pop, c'est vrai que c'est une danse que je kiffe,
mais c'est une danse auquel j'ai aucune prétention, aucune aspiration. Moi, le pop, je danse ça quand je suis en soirée, tu vois, quand je veux chiller, je fais du pop. Tu vois ce que je veux dire? Ça Donc, t'arrive, vas-y, je t'écoute. ça t'arrive de refaire du break aussi ou pas? Absolument pas. Non, puis là, j'ai 40 balais bientôt, le break, si tu veux, il y a cet aspect physique, tu vois, non. Le break, je pense que j'ai vraiment... Je pense que si jamais j'étais breaker, j'aurais été un trickster ou un passeur. Je pense que j'aurais pas été un phaseur. Vu ma fibre musculaire, vu ma taille déjà, vu ma taille, vu mon centre de gravité, vu ma rapidité, je pense que j'aurais été un passeur. Après, bon, je dis ça, on sait pas. Ça se trouve, j'aurais été un phaseur, j'aurais fait que head spin. Aucune idée. Mais non, franchement, depuis que j'ai lâché le break, dans Vagabond, je faisais un cours, 2-3 planches, 2-3 trucs, tu vois, parce que forcément, les autres t'inspirent et les autres ont une influence sur toi. Mais quand j'ai quitté Vagabond, j'ai vraiment définitivement quitté le break. Ok. Tout à l'heure, tu disais que après ta formation, c'était le moment pour toi de voler de tes propres ailes. Concrètement, c'est traduit par quoi? Voler de ses propres ailes. Bah, ne plus être sous l'aile de comment ça s'appelle? Ne plus suivre quelqu'un. Là, Junior et Momo, c'était mes deux mentors, mes deux profs de loc. Et du coup, à un moment donné, bah, quelque part, tu coupes le cordon ombilical et puis tu quittes, tu vois. Tu vas faire un peu tes propres expériences parce que forcément, quand j'étais avec eux, j'étais tout le temps avec eux, je dansais tout le temps avec eux, tu vois, il y a une espèce de proximité naturelle. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu sens aussi que tu n'apprends plus rien avec eux, et c'est normal. Moi-même, aujourd'hui, j'ai plein d'élèves, et tu sens que les mecs, quand ils sont avec moi, au bout de 2-3 ans, si tu veux, tu n'as plus rien à leur apporter, vu qu'ils sont tous les jours avec toi. Donc, ça devient des potes. Mais, d'apport de connaissances, si tu veux, je pense qu'en 2 ans de pratique intensive avec une personne, tu as fait le tour de la personne. Donc voilà, j'avais fait le tour entre guillemets de Junior. Junior avait plus grand chose à m'apporter à cette époque-là, parce que ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec lui, et je sentais moi le besoin de faire autre chose, enfin de danser avec d'autres personnes, parce qu'en parallèle, bah, je dansais avec les personnes qui allaient composer mon groupe, c'est-à-dire Jimmy Soul, Hakim, Nordine, Charlie, etc. Après, on a monté notre premier groupe, les Virtuoses de l'instant. Et en tant que professeur, du coup, ça me fait me poser la question dans l'autre sens. Du coup, en tant qu'élève, c'est apprendre le moment où tu peux voler de tes propres ailes. Et nous, par exemple, avec notre crew, on donne pas mal de cours de break à des jeunes, et il y a certains jeunes qui ont du mal à prendre la décision, eux, de voler de leurs propres ailes, et qui vont rester de nombreuses années dans un même cours, tu vois, avec un mentor, et qui vont faire du surplace. Euh, Comment tu sais, toi, en tant que professeur, que mentor, qu'il est temps de dire à l'élève de partir du cours et de voler de ses propres ailes? Je sais pas, Bah, après, comment je peux dire ça? C'est juste quand il y a moins de progression, en fait. Juste quand tu le vois moins progresser et qu'il commence à trop te ressembler, quelque part. Quand il te ressemble trop, c'est pas une mauvaise chose. C'est normal. Il est à l'image de son éducation. Tu vois, moi pareil, j'étais la copie de Momo au moment où j'apprenais avec Momo, et j'étais la copie de Junior au moment où j'apprenais avec Junior. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Quand les gens, c'est facile de dire ouais, mais il a pas son style, ouais, c'est la copie de un tel. C'est un peu hypocrite, en sachant que quand t'es élève de quelqu'un, il faut bien que t'aies un modèle. Tu vois, le style t'as pas un style sorti de nulle part, tu crées pas un style ex nihilo. Tu vois ce que je veux dire? T'as bien une inspiration. Tu es le fils de tes parents pour une raison. Tu vois, t'as l'image de tes parents, en tout cas jusqu'à ce que tu arrives à l'âge adulte ou à l'adolescence, et que là tu te construis ta personnalité. Tu vois, et puis là tu te détaches de tes parents, mais jusqu'à t'as compris l'idée, quoi, en fait. Et c'est un peu la même chose en danse. C'est un peu la même chose en danse. Je pense que c'est sain de ressembler à son professeur physique, enfin en termes de danse. Je pense que c'est sain. Maintenant, là où c'est pour rejoindre ce que tu disais, là où ça peut être
préjudiciable, c'est quand le professeur ne pousse pas ne pousse pas l'élève à aller voir ailleurs. Quand le professeur garde une espèce d'emprise et comment ça s'appelle, il reste là-dedans, il entretient ça. Le fait que, en fait, l'élève, il reste, déjà de rester 10 ans avec un prof, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense vraiment, 3 ans, c'est bien. 3 ans, au bout de 3 ans, je pense que là, le prof, il lui dit, bon, vas-y, va voir dehors. Va voir d'autres gens, en fait. Va voir d'autres gens, va prendre ton sac à dos, dégage, va faire un tour, va te confronter à d'autres gens, va voir d'autres gens, va apprendre avec d'autres gens. Enfin, va juste nourrir ton imaginaire et va juste voir comment ça se passe ailleurs. Parce qu'aucun prof n'a la vérité révélée, tu vois. Parce qu'aucun prof, aussi fort qu'il peut être, aussi célèbre qu'il peut être, n'a la vérité absolue. Donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, s'il y a 2 signaux, si je pourrais dire 2 signaux, c'est qu'ils te ressemblent trop et qu'il n'y a plus trop de progression et que quand tu regardes le temps de pratique avec toi, c'est bon, ça fait 3 ans que tu es là, c'est cool, c'est bien, tu as appris plein de choses, tu as bien évolué, sauf que là, on sent que tu atteins un palier et que je peux plus, moi, en tant que prof, t'aider à ça, en fait. Il faut que tu ailles voir autre chose. Je t'ai donné toutes les clés au début pour ouvrir tout plein de portes. Maintenant, tu arrives à un plafond de verre et ces clés-là, je les ai pas. Et ça, ce plafond, tu le passeras que en nourrissant ton imaginaire, en côtoyant d'autres personnes. Parce que ces autres personnes vont t'influencer d'une autre manière que moi je t'influence, etc., etc. En écoutant des interviews de toi, j'ai l'impression que tu as mis du temps avant de te dire que tu pouvais enseigner le locking, non? Non, en fait, c'est pas que je pouvais, c'est que j'avais pas envie. Pourquoi? En fait, c'est pas que j'avais pas envie. En fait, j'ai toujours kiffé donner des cours, mais j'avais pas le temps au début. En fait, donc il y a eu Vagabond, il y a eu Junior. J'ai commencé à donner des cours en fait très tôt avec Junior, mais pour être très honnête, je donnais des cours parce qu'il fallait, parce que il n'y avait pas d'autre chose à faire, tout simplement. En termes de taf, j'avais 2 ans de loc. Si tu veux, bon, bah, je vais donner des cours parce que je suis tellement nul pour l'instant que je peux pas avoir de taf, tu vois. Donc j'étais donné des cours. Puis la preuve, j'avais un cours par semaine, mais je gagnais 80 balles par mois, un truc. Donc si tu veux, c'était vraiment les tout débuts. Mais je kiffais quand même donner cours. Puis après, en fait, en 2004, 2005, ouais, 2004-2005, non 2004, je suis rentré dans Montalvo Hervieux. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est maintenant c'est la compagnie Montalvo, mais à l'époque c'était Montalvo et Hervieux, c'était une des plus grosses compagnies de danse contemporaine française. Et donc il y a plein de danseurs émérites de la communauté qui ont travaillé et qui continuent à travailler d'ailleurs encore avec cette compagnie. Donc c'était une compagnie, on faisait 180 dates par an en fait. Et donc c'était vraiment lourd, quoi. On a fait le tour du monde. Moi j'ai bossé avec eux pendant 11 ans consécutifs. Donc je faisais et les battles, et le circuit des battles, et la compagnie. Donc j'avais pas beaucoup de temps en fait de faire autre chose que ça. Mais de temps en temps, on va dire de 2004 à 2012, en fait c'est dans cette époque-là. De temps en temps, je donnais des challenges, je jugeais un battle. Toute cette période-là, c'était vraiment ma période de compétiteur, c'est 2002, 2015, 2015, 2016, 2014, 15, 16, dans ces eaux-là. Ça, c'est ma grosse période compétiteur en mode je vis que pour ça. Enfin, c'était vraiment mon truc. D'avoir un blast, d'avoir des titres, de déglinguer tout le monde. Voilà, c'était mon objectif. Ce qui fait que j'avais moins de temps de donner cours, de me focaliser sur l'enseignement vraiment. Et je pense que ça vient aussi en fonction de ton expérience et de où est-ce que tu en es dans ta vie. Donc je donnais des petits cours de temps en temps, des stages quand tu vas juger là. Mais comme j'étais plus un compétiteur, les gens m'appelaient plus pour venir faire des battles que pour juger ou que pour donner des cours. Et quand j'ai fait un peu le tour de ça, là j'ai senti le besoin de transmettre. Déjà de me poser, parce que j'en avais marre de voyager, de me poser un peu plus et de transmettre. Et ça, c'est venu en 2012. Donc j'ai fait une longue digression, mais je ne sais plus c'était quoi la question. Non, la question c'était sur
sur le fait qu'on se demandait à partir de quand tu t'étais dit que tu pouvais, que tu étais légitime de donner des cours, mais du coup, ça, c'est. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que je me suis toujours senti légitime, hein. C'est pas une question de légitimité, mais l'envie, elle est venue vraiment en 2012. Vraiment de dire, ok, là, j'ai envie de devenir professeur. Et juste pas donner des stages, en fait, tu vois. Parce que bon, tout le monde donne des stages. C'est pour ça que c'était un moment de ma vie où j'en avais déjà marre des battles. J'avais déjà fait ce que j'avais à faire. Et que là, je voulais passer à autre chose et je sentais le besoin de transmettre. Parce que aussi, tu acquiers une expérience, une expertise et que ta vision de la danse et tes connaissances, elles sont un peu plus affûtées que de vouloir juste défoncer tout le monde, tu vois. Donc du coup là j'avais vraiment l'envie et le besoin entre guillemets de me poser et de transmettre. Et ça c'est de 2012. Ok. Avant j'avais pas forcément le besoin quoi. C'était plus un kiff qu'autre chose. Tu disais que de 2002 à 2015, c'était le moment où tu faisais à fond des battles, tu vivais que pour ça. Euh, donc ça fait quand même 13 ans, c'est quand même beaucoup. Moi, la plupart des b-boys que je vois, j'ai l'impression que bah, ils commencent les battles tôt, mais leur carrière où vraiment on les connaît et ils ont une renommée, j'ai l'impression que ça dure jamais plus de 4-5 ans, quoi. Toi, tu as l'impression que sur ces 13 ans-là, tu avais vraiment une renommée du début, donc de 2002 jusqu'à 2015, où 2002, c'était les débuts des battles et c'était encore bah, des petits battles. Et après, petit à petit, je sais pas, vers 2008-2010, c'est là où tu as commencé à vraiment être connu. Non non, 2003. C'est là où 2002 c'était à l'échelle nationale. En fait, moi à titre personnel, les gens en France me connaissaient déjà parce que déjà Vagabond. Parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de lockers avant moi en termes de génération. Je suis la deuxième génération de lockers en France. Ouais, je sais pas, deuxième, troisième, peut-être, on va pas chipoter. Mais en tout cas, il y a vraiment pas beaucoup de noms en lock avant moi. Tu vois, il y a Junior, il y a Gemini. Euh, tu vois, et là, on commence à réfléchir. Donc, il y a peut-être deux, trois gars aussi en plus. Mais si tu veux, bon, clairement, euh, il n'y avait pas grand monde. Donc, en France, les gens me connaissaient déjà parce que j'étais le locker de Vagabond. Et que encore une fois avant l'avènement du Juste Debout bah, il y avait que les battles de break et en fait si tu veux j'étais déjà pas connu mais les gens m'avaient déjà repéré et quand justement il y a eu les catégories de lock qui ont apparu en 2002 euh, donc en 2002 c'était que en France mais les gens me connaissaient déjà en tout cas les Français et puis à l'international là où je suis sorti c'est en 2003 où là les gens ils ont pris une claque il faut voir aussi en 2003 le lock n'était pas ultra développé quoi. Donc en 2003 quand je sors avec les dents longues tu vois, qui rayent le parquet et je ramène un truc nouveau pour l'époque donc ouais ça a fait le tour du monde très très rapidement et ça pour le coup ça a aussi aidé à propager la bonne parole si je peux dire ça comme ça a aidé à promouvoir le locking plutôt que propager la bonne parole. Je prêche pour mon église quelque part. Et la bonne parole, c'est une formule qui est quand même intéressante parce que hier on discutait avec Nelson de ce dont il avait l'impression lui dans le popping d'être le porte-parole parce que quand on survit sur une longue période dans le temps, souvent on défend sur la longueur un style quand toutes les modes sont en train de changer autour de nous. Toi, tu as l'impression quand tu dis que tu es venu amener un nouveau truc dans le locking, tu as l'impression que tu es le porte-parole ou le défenseur de quelle spécificité à l'intérieur du locking? Je sais pas, mec. En fait, moi, le porte-parole du locking tout court. Tu vois, je me réclame pas le porte-parole du locking. Je pense que je suis un étendard et un ambassadeur du locking. Je pense que j'ai été un ambassadeur majeur de ces 20 dernières années. Ça, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, à l'intérieur du locking, je sais pas, je fais ce que je kiffe, en fait. Vraiment, il n'y a pas un truc, c'est dans le locking, moi, vraiment, là, ce que je défends, c'est telle ou telle chose. C'est le lock en général. Voilà, Parce que du coup, ma question, c'est plutôt quand tu as démarré les battles et que tu dis que tu as ramené une nouvelle touche de fraîcheur, ça se traduisait par quoi dans le mouvement? bah, ça se traduisait par une énergie, par un style, une identité, une technique.
Alors, si on parle de choses vraiment pratico-pratiques, ouais, peut-être une technique, une euh, comment ça s'appelle. Et je pense que ça, c'est un truc qui me caractérise. Ça a toujours été la beauté du geste, la précision, l'exactitude. Tu vois, je suis un petit peu psychorigide, tu vois, obsessionnel, tu vois. Donc, il y a des trucs. Et je pense que c'est pas genre, c'est pas psychiatrique, mais je pense que c'est des trucs que je traîne en moi et qui se retranscrivent dans la danse, en fait. Donc, le fait d'être toujours, tu vois, le mouvement bien placé, le- comment dire. Ouais, voilà, ce truc de, j'aime pas le chahut, quoi. J'aime quand c'est bien. J'aime quand c'est beau. Le bien, le beau, le juste. C'est cool, ça fait une transition sur la notion de style et des tendances. Dans le break, moi, en tout cas, je serais capable de pouvoir dire telle année à telle année les tendances qu'il y avait, enfin les tendances fortes qu'on pouvait reconnaître quand on voyait des battles. Est-ce qu'en locking, moi j'ai pas spécialement l'impression, mais est-ce qu'en locking, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une tendance qui est différente de celle qu'il y avait en 2000? Est-ce que en 2000 il y avait une tendance différente de ce qu'il y avait peut-être dans les années 80? Est-ce qu'il y a des tendances dans le locking ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Je peux te dire en fonction de. Je peux te dire, ça marche plus en fonction de géographie. En log, ça marche comme ça, en fait. En log, c'est très reconnaissable. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis ça, c'est telle partie du monde. Tu regardes, ça, c'est tel endroit, tel pays, telle vibe. En termes d'époque, bon, évidemment, tu peux voir, si jamais on remonte loin, on peut voir en fonction des connaissances techniques des gens et de leur esthétique. Tu peux voir, bon, moi, c'est vrai qu'à là, à cette époque-là, il n'y avait pas trop d'infos, c'était pas répandu de fou, donc on voit que c'est un peu dégueulasse comment ils dansent, techniquement parlant, je veux dire. Donc tu dis, ok, d'accord, là, c'est peut-être début 2000, dans ces eaux-là. Mais je pense qu'à partir de 2010, on va dire, je prends un truc un peu, un chiffre rond, ouais, tout le monde a les connaissances techniques, tu vois, les bases, parce qu'au début, tout le monde n'avait pas les bases, tout le monde n'avait pas les infos, je veux dire, les bonnes infos. Je pense que cette époque-là, c'est comme les vidéos, les musiques, les connaissances. Fin 90, début 2000, il y avait seulement un groupe de personnes qui avaient accès à ça, et ceux qui les avaient le gardaient comme un trésor. Et c'était un peu des crevards quelque part. Donc, à tort ou à raison, je sais pas, mais le fait est que ça partageait pas. Jusqu'à l'avènement d'Internet, donc là c'est le côté positif d'Internet, c'est que tout d'un coup, on pouvait accéder aux gens directement, on pouvait accéder aux archives, etc., etc., ce qui a libéré la connaissance. Et donc à partir de 2010, on peut dire légitimement que tout le monde savait faire un Scooby-Doo, tout le monde savait faire Hoplock, Scoobot, etc., etc. Et donc là, ça se voyait. Donc je peux dire qu'en termes d'époque, quel niveau de connaissance ils avaient. Maintenant, en termes de style, je pourrais pas te dire. Par contre, géographiquement, tu peux te dire. Ça, c'est sud-américain, ou ça, c'est latin, ça, c'est européen, ça, c'est suédois, ça, c'est néerlandais, ça, c'est japonais, ça, c'est coréen, etc., etc. Tu pourrais nous citer quelques exemples de différences entre les Japonais et les Français, par exemple, quand ils loquent? Alors, en fait, ce qui me permet de rebondir sur ça, déjà, le truc de style, je pense que ça vient d'individualité déjà. Ça vient de personnalité. Dans le lock, par exemple, quand on dit le style japonais, oui, effectivement, parce que c'est le style c'est beaucoup de japonais dansent comme ça. Donc on appelle ça le style japonais. Mais il faut savoir que le style japonais, en fait, c'est le style de Tony Gogo. En tout cas, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est la résultante de Tony Gogo. Tony Gogo, c'est un des pionniers du locking, c'est un original lockers. Et en fait, c'était un des originaux qui a été au Japon il a migré là-bas tout simplement, il vient de Los Angeles, et fin 70, en fait, il bouge au Japon. Et en fait, le gars enseigne au Japon, littéralement, le locking. C'est-à-dire, c'est lui, avant lui, il n'y a personne. Il arrive là-bas, c'est un terrain vague, le mec, il sème, et aujourd'hui, bon, ils sont des milliards. Et, sauf que, comme dans la culture asiatique, il y a ce truc du maître, tu suis la voie du maître. Et nous, en Europe, on est un peu différent par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'ils dansent tous pareil. On peut le dire, vraiment, ils dansent tous pareil.
il y a ce truc fort qui revient. C'est pour ça qu'on peut c'est identifiable, c'est super clair. Quand tu vois un mec danser comme ça, pour peu qu'il soit asiatique physiquement, tu le regardes, tu fais bon bah lui, c'est japonais, c'est pas chinois. Et encore même, on pourrait dire que bon, Coréens, ils sont un peu différents, vraiment. Parce qu'ils ont deux aspirations. Je trouve que la Corée, c'est un mélange entre le Japon et l'Occident. La Chine, ils sont plus sur la vibe du Japon. Parce que c'est la dominante là-bas, on va dire. Mais quand on parle pour en revenir au Japon, quand on parle de style japonais, on parle du style de Tony Gogo. On parle du style de Tony Gogo, ça veut dire sa manière de danser, bah, il danse comme Tony Gogo. Et nous, en France, on a Junior, qui a été un peu le Tony Gogo français, quoi. Donc nous, on est les descendants de Junior. De près ou de loin, quand je dis descendants, on s'entend bien. Mais donc voilà, par rapport au style européen, je sais pas. Même si Junior a quand même eu un rôle important dans toute l'Europe, mais je vais rester à l'échelle nationale. Quand on regarde le style français est clairement inspiré de celui du Junior. Parce que en fait, il était juste là à une époque où il y avait personne et c'était le seul ou voire un des seuls à donner vraiment à enseigner aux gens. Donc quand on parle de style, je pense qu'il y a le style qu'on développe nous individuellement de par son expérience, son imaginaire, etc., etc. Mais c'est aussi surtout, on parle d'abord d'individualité. En break, c'est pareil, il y a le style de Ken Swift, puis après il y a 1 milliard de personnes qui ont dansé comme Ken Swift, mais à la base c'est le style de Ken Swift. Ou le style de un tel ou de un tel. Et ça, je pense que les gens, c'est bien de le rappeler parce qu'ils ont tendance à l'oublier. Quand on parle de style japonais, on parle avant tout du style de Tony Gogo. Parce qu'il a eu un rôle majeur, enfin, même plus que majeur. Et un danseur, du coup, en préparant l'interview, j'ai regardé quelques battles récents de Locke. Je suis tombé sur un danseur qui, j'ai l'impression, ne fait pas partie des plus jeunes générations, qui s'appelle Roche ou Rocher, je sais pas comment ça se prononce. Rocher. J'ai trouvé que son style et sa manière de danser, enfin, m'ont surpris venant du locking. Et je me demandais à un gars comme ça, du coup, de quel courant il venait. Et il vient de son courant, en fait. Il vient de son courant. Je pense que le mec, il est dans un délire. Mais c'est cool. Alors, moi, si jamais je mets mes lunettes d'expert, je trouve pas, c'est pas ce qui me parle le plus. Parce que, en fait, c'est beaucoup trop freestyle. Vraiment. Et donc, je suis pas le mec non plus à exiger que la technique soit impeccable. Mais là, il y a clairement un manque de technique fort. En fait, si tu veux, c'est juste qu'il a, au niveau des curseurs, et la technique, il a mis 1, puis le funk, tu vois, la danse, l'expression, le freestyle, il a mis 9. Donc il a juste fait ça. Après, il y en a, ils vont kiffer. Ça va dépendre de ce que toi est important dans la danse pour toi. Et il en faut pour tous les goûts, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème. C'est vrai que il est possédé par un genre d'esprit, on va dire. Le gars est dans un délire. Puis en plus, il y a la sape, il y a le personnage. Donc c'est ce qui fait que je pense que les gens accrochent un petit peu. Donc lui, il est dans un délire. Après, moi, c'est pas ce que je préfère. Je veux pas dire que Rocher, je le mets pas dans mon top 10, tu vois. Mais par contre, il a un délire. Et c'est vrai que quand tu regardes, c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait. Ouais. Donc le gars, c'est vrai qu'il transpire quelque chose. Il a au moins ce mérite-là, c'est de transpirer quelque chose. C'est évident. Je te pose une question très, très simple, mais finalement, dont je n'ai pas du tout la réponse. Ça veut dire quoi être funky? J'adore cette question. Mais tu vois, franchement, et je pense que c'est une question que j'ai compris. Enfin, que j'ai compris. C'est quelque chose. Ça fait un petit moment que j'essaie de discuter de ça avec mes élèves. Parce que qui dit funky dit groove, flow, groove, machin de ça. Je pense que ça, c'est un de mes chevals de bataille majeurs, surtout depuis que je suis rentré dans comment ça s'appelle, dans la pédagogie. En fait, d'être funky, de groover, tout ce qui est funk, soul, ça c'est des trucs un petit peu qui font appel à un imaginaire, mais c'est vrai que c'est super subjectif. Enfin, de le dire comme ça,
de donner la définition du funk, enfin d'être funky, parce que du funk on pourrait parler, ça vient d'où, c'est de quoi, voilà, il y a des définitions. Mais c'est quoi le groove, par exemple? Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Après, je vais expliquer pourquoi, tu vois, je vais te donner mon expérience de vie et ce qui m'a amené à avoir cette gamberge et cette réflexion. Mais quand les élèves, je leur dis, bon, maintenant, il faut que tu grooves, il faut que tu danses, il faut que tu sois funky. C'est quoi la danse? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi la définition de la danse? Maintenant, si jamais je viens vers toi, je dis, c'est bien, maintenant, il faut que tu danses plus. Comment tu reçois ça? Donc, pour répondre clairement et simplement, pour moi, d'être funky, c'est de s'amuser. C'est de kiffer et de s'amuser. Et je pense que nous, en tant que danseurs spécial, enfin, techniciens, on a tendance à oublier ça. Le plaisir de danser. Parce qu'on est trop rentré dans des formats, dans des cases que notre style nous impose, de par la technique, de par les bases, de par les mouvements, de par les rythmiques, de par tout ça. Du coup, ça fait beaucoup d'infos et on est beaucoup axé sur la performance et on oublie le plaisir sincère, le plaisir de danser. Et en fait, ce que je dis à mes élèves, ou même toi en fait, même toi à titre personnel, quand tu es en soirée ou quand tu as un son qui te met bien vraiment et que tu kiffes danser et que tu es vraiment dans la zone, tu penses pas à performer, tu penses juste à t'amuser et à kiffer. Et en fait, dans ces moments-là, naturellement, t'es funky. Et tu te dis pas, ah, j'ai envie d'être funky, je suis funky, ou il faut que je sois funky, ou il faut que je groove. C'est qu'en fait, t'es tellement en train de kiffer, naturellement, de bonne foi, spontanément, que de facto, en fait, t'es funky. Le truc, c'est que d'être funky, c'est pas avoir un afro, d'avoir des pattes d'éléphant et de ressembler au mec du Soul Train. Ça, c'est important de le dire aussi. Carrément. Parce que dans le rock, par exemple, beaucoup de gens copient littéralement les gens du Soul Train pour être funky. Parce que, évidemment, ces gens-là sont funky, mais pourquoi ils sont funky? C'est pas parce qu'il y a un contexte, d'accord, il y a la musique et tout ça, mais ils sont pas funky par rapport au sap, par rapport à tout ça. Ils sont funky, c'est un état d'esprit. C'est une manière d'être, tu vois. Et en fait, je leur dis à mes élèves, regardez les gens du Soul Train, est-ce que ces gens, dans quel mode ils sont en fait? Mais les gens du Soul Train, c'est ma tante et mon cléon, quand il est sous alcool, il est complètement camé. Les mecs, quand tu les regardes, ils sont camés, ils sont alcoolisés, c'est sûr. Ou alors, ils ont des problèmes psychologiques. Mais quand tu les regardes, ils sont tellement dans un délire, et ils sont tellement sincères et honnêtes avec ce qu'ils font. En fait, ils sont dans le lâcher prise, ils sont dans l'amusement le plus complet, ça se voit. Tu vois, et c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que les gars, ils sont complètement en train de délirer, comme ma tante quand elle est en soirée, tu vois, quand elle est dans les repas de famille, et quand elle se met à danser, elle se dit pas qu'elle va performer. Juste elle se lâche. Tu vois. Et je pense que c'est ce qu'on a oublié nous, en tant que danseurs, c'est le plaisir de danser, vraiment, pas de performer, et de se lâcher. Et de se lâcher, ça veut pas dire recopier. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les élèves, mais les jeunes en général, je pense que c'est une vision erronée. Les gens pensent que si jamais je veux être funky ou si je veux groover, je faut que ça fasse la même chose que eux. Mais ils font un copier-coller sans l'état d'esprit, en fait. Ils recopient l'image, sauf que quand ils le font, c'est super aseptisé. Je vais te prendre un exemple, c'est si jamais il y a des soul steps. Des soul steps ou des funky steps. C'est des social dance steps, en fait, de cette époque-là. Et en loc, il y a plein de jeunes qui se disent je vais faire des soul steps ou des funky steps dans le but d'être funky. Parce que quand les gens du Soul Train le font, ils le sont. Donc s'ils le font, c'est que ça marche. Ils n'ont pas compris que c'est pas le step. Le step, un step est un step. Tu vois, un six step, c'est un step. Un je sais pas quoi, c'est un step. Un pas de bourré, c'est un step. Un screwball, c'est un step. Up lock, c'est un step. Ce qui fait que t'es funky, c'est toi, comment tu le fais. C'est pas le step. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, on leur dit, et je vais revenir dessus par rapport à mon expérience, on leur dit, ouais, bon, bah, si tu veux être funky, regarde les gens du Soul Train. Très bien. À un moment donné, c'est des jeunes, ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils vont regarder, puis ils recopient, bêtement. Sauf qu'il y a une espèce de dissonance. C'est que tu te retrouves à faire la même chose que ces gens-là,
Sauf que t'es pas dans le bon mode, t'es pas aligné sur les bons canaux en fait. Ce qui fait que t'es en décalage total. Tu captes ce que je veux dire? Ouais, je capte carrément. Ça me donne envie de rebondir en te posant la question. Quand je vois une danse si d'apparence si codifiée et si réglée que le locking, où se situe la part de liberté et la marge pour réussir à y prendre du plaisir dans... Mais elle est propre à chacun. Et j'ai envie de te dire, alors c'est peut-être de notre faute à nous les lockers, on est trop. En fait, je pense que cette danse, elle est pas. Ce qui donne cette apparence, ce qui donne cette apparence rigide, c'est peut-être le- comment ça s'appelle? Le fait que les mouvements soient rectilignes, tu vois, que ce soit super symétrique, c'est super angulaire. C'est ce qui peut donner c'est ce qui peut donner un aspect un peu genre super codifié. Mais le lock n'est pas plus codifié que le pop ou que le break. Moi, pour moi, le break, c'est ultra codifié, le break. C'est ultra codifié. Par contre, tu vois, je vois plein de breakers quand ils dansent, tu vois, ça casse un peu ce code, en fait. Alors là, on pourrait dire, oui, c'est de la faute des lockers parce que justement, ils se laissent pas de marge, justement, pour, à l'image de Rocher, lui qui part dans l'excès, il fait l'extrême opposé, lui il s'en bat les couilles de tout, juste il envoie. Et ben, pour répondre à ta question, c'est un peu, c'est propre à chacun. Où est-ce que tu places ton curseur? Et je pense que comme dans la vie, en général, la vérité se trouve au milieu en fait. Là, c'est pas trop, pas ni trop, ni pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et c'est dur d'être juste. C'est super dur d'être assez technique, mais pas trop, et assez relâché, mais pas trop. Parce que tout de suite, tu pars dans le déséquilibre. Et après, c'est si tu kiffes ou si tu kiffes pas. En général, quand tu es au milieu, tu donnes à manger à tout le monde. Et tout le monde est content. T'as des exemples de danseurs pour toi qui ont trouvé le juste milieu? En loc, En loc, ouais. ouais, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Il y a les Gogo Brothers. Euh, tu vois, il y a A-Train. A-Train qui est un danseur qui, à la base, partait un peu dans un délire qui était propre à lui, au début. Et je me rappelle qu'au début, je lui avais dit, ouais, c'est cool ce que tu fais, mais fais attention parce que tu pars tellement dans ton délire que c'est plus du loc. Ça devient autre chose. Et je pense que tu vois, par rapport à Rocher, j'espère pour lui, il est un peu dans cette démarche-là, mais dans son style. Et les mecs partent dans leur délire, et quelques années plus tard, en fait, bah, ils reviennent à quelque chose de plus sobre. Tu vois, en fait, ils sont obligés d'aller super loin pour voir jusqu'où ils peuvent aller, puis à un moment donné, ils reviennent, et là, du coup, ça fait quelque chose de stylé, tu vois. Donc, il y a H1 qui est parti, qui a développé son style, en fait, pour le coup. Il a vraiment sa patte, et ça, c'est charmé. Parce que quand tu regardes, c'est du loc, mais c'est du loc évolué, on peut dire ça comme ça. Même, enfin, évolué, c'est pas le bon mot, mais c'est du loc qu'il a su, c'est quoi le mot? Et s'approprier le loc. Tu vas faire sa sauce, et ça, c'est cool. Il y a qui d'autre? Il y a Firelock aussi. Firelock, enfin, il y a plein de danseurs hein, qui arrivent à être, au milieu, en fait. Ça me donne envie de te poser une question très, encore une fois, très naïve. Quand je vois le lock et les musiques et les tenues qu'il y a, et souvent l'ambiance, mais qui vient des Soultain dont tu parlais, dans laquelle ont l'air d'être tous les danseurs de lock, je me suis demandé s'il fallait un tempérament particulier pour faire cette danse, s'il fallait être quelqu'un d'heureux dans la vie pour faire du lock. Non, 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 non. Euh, En fait, le truc. Alors, déjà, je sais pas de quelle époque tu parles, parce que par rapport au sap, aujourd'hui, moi, par exemple, si tu veux, je trouve que les gens se sapent trop mal. Les jeunes, hein, les jeunes qui font des battles, en tout cas, ouais, en France, hein, ailleurs, je sais pas trop. Enfin, même ailleurs, d'ailleurs. Vraiment, ils s'habillent comme des sacs poubelles. Hein. Vraiment. Moi, quand je les regarde, hein, et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut revenir au costume traditionnel de Locke, tu sais, vraiment ressortir les trucs. Mais je dis juste, fais un effort. Vous êtes habillés vraiment comme en pyjama, les mecs. Vraiment, quand je regarde les battles, en fait, c'est casual.
Et je pense que le costume est important. Quand je dis costume, c'est pas forcément le costume de spectacle et tout ça, mais fais un effort. Parce que je pense vraiment que le vêtement sert la danse, et inversement. Je pense que c'est comme un chevalier et son armure. Tu vas pas là en croisade avec un slip et une épée. Tu vois, donc c'est un peu la même chose. Euh, et je pense, et là il y a une espèce de rejet de la sape dans le look, en tout cas dans les nouvelles générations. J'ai déjà été amené à le dire. Et je pense que sans pour autant ramener le costume traditionnel et toute la panoplie, mais juste faire un effort de se soigner un petit peu, d'être présentable. Donc ça, c'est pour ça, par rapport au costume, moi je trouve que pour le coup, il n'y a pas d'effort qui est fait, quoi. Par rapport à la personnalité, je sais pas. Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un de plutôt solaire. Les gens qui me connaissent le savent. Du coup, dès que ça va pas, ça se voit tout de suite. Mais il y a la musique. Je pense que la musique, la funk, c'est quelque chose de festif. Comment elle est construite, cette musique-là, c'est une musique, et en plus c'est une musique populaire. Quand je dis populaire, c'est une musique. Avant, il y avait les bals musettes. En fait, c'est une musique qui a été faite pour faire danser les gens. Donc forcément, c'est festif, c'est joyeux, il y a tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que ça inspire pas, c'est pas comme du crump, où c'est super dark, super truc, et puis forcément, voilà, le crump c'est revendicateur, enfin, c'est normal que ça soit agressif, que ça soit dark, parce que ça a été fait dans un contexte particulier. Bah, la funk, c'est un contexte particulier, en fait. Tu vois, les gens, quand ils allaient, ils faisaient la fête, ils dansaient, c'était une musique faite pour danser, c'est une musique festive. Donc forcément, même si jamais t'as pas trop envie de rigoler, bah la musique déjà ça te tire un peu vers le haut, quoi. Donc après je suis pas forcément pour de dire aux gens il faut absolument que tu sois heureux, il faut absolument que tu souris, il faut absolument que tu sois content, il faut que tu sois aligné avec ton mood du moment, quoi. Si jamais t'as pas envie de rigoler, tu peux très bien être en mode crump sur un son funk, y a pas de problème. Je pense pas qu'il faut de personnalité particulière, ou qu'il y en a qui marquent plus que d'autres. Tu sais, des fois, il y en a, ils font l'opposé, ça veut dire ils forcent le trait du clownesque, je suis trop content, je rigole, c'est génial. Et moi, je trouve ça débile, parce que ça se voit en fait. Encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est que quand c'est pas naturel, quand c'est forcé, ça se voit. Et donc, c'est forcément contre-productif. Pour faire écho à ce que je disais par rapport au funk, par rapport à être funky. Soyez funky, enfin, pour en finir, voilà, soyez naturel, soyez au clair avec vous-même. Soyez au clair avec vous-même. Soyez au clair avec vous-même. J'ai l'impression que c'est une sorte de bonne fin vers notre rituel pour terminer les podcasts, qui est que chaque invité précédent a le droit de poser une question pour la personne suivante. Et du coup, la personne qui avait juste avant toi, tu la connais très bien puisque c'est Nelson qui vient du popping. Et la question que t'as posée, Nelson, c'est euh, quel sentiment ça fait, qu'est-ce que ça fait de n'avoir jamais perdu de battle en solo? C'est une très grande fierté. On va pas se mentir. C'est une très grande fierté parce que quelque part, on peut aimer ou ne pas aimer ce que je fais, vu que c'est de l'art. Ouais, ça c'est subjectif, y a pas de problème. Mais ça, on peut pas le contester. Et donc quelque part, ouais. Non, puis c'est un accomplissement qui n'a jamais été fait dans l'histoire des battles du hip-hop. Dans l'histoire, depuis que les battles existent en hip-hop, ça n'a jamais été accompli. Je sais pas si ça arrivera un jour, moi je l'espère quand même pour les prochaines générations, mais à ma connaissance, je suis le seul dans l'histoire du hip-hop à être invaincu, en solo, quand même, je tiens à préciser. Mais quand même, on est sur 15 ans de 15 ans de règne. Donc, Sur le royaume. ouais, non, c'est quand même une vraie fierté et puis un vrai sentiment d'accomplissement, quoi. Donc c'est pas rien et c'est cool. C'est cool. Respect. La personne qu'on a juste après toi, c'est Goku, un danseur d'électro. Ouais. Donc je sais pas si tu le connais, mais mais tu as le droit de nous transmettre une question ou un sujet à aborder avec lui.
La question par rapport à l'électro, c'est quelle est... Alors, comment je pourrais tourner ça? Quelle est la part d'influence qu'a le hip-hop sur l'électro? Fort. Belle question. J'adore. Trop bien. Eh ben écoute, on la note et on lui transmettra la prochaine fois qu'on l'a. Et malheureusement, le temps est passé très vite, mais ça fait déjà 1h10 qu'on discute et on va devoir se laisser là si on veut un format que les gens auront la patience d'écouter. Ça roule. Mais ça faisait trop plaisir de t'avoir comme premier locker du podcast, donc merci beaucoup. Yes. Merci à vous pour l'opportunité. Et bonne continuation à toi et à bientôt. Ça roule fort, ces mecs. Merci. Ciao. Yes. Merci. Ciao.